Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn. Comment ça va? Salut, ça va très bien, très bien. Je te souhaite un bon anniversaire puisque semble-t-il que c'est ta fête. Effectivement, Tu merci. fais pas tes 30 ans. Ben, il y a des gens qui disent que je fais pas mon âge non plus quand je décide de ne pas avoir de barbe. OK. En décembre, j'avais une barbe, je commençais à ressembler au Père Noël. Puis là, les gens me disaient, ouais, effectivement du Père Noël, tu as l'air d'avoir 60 ans. Puis en la rasant, soudainement, là, j'ai l'air d'avoir 25 ou 30 ans. Donc, voilà. Ben écoute, cette semaine, on a deux gros sujets. D'abord, ben, le dossier Epstein Ouais. qui fait couler de l'encre, qui fait couler en fait 3 millions de pages d'encre. Beaucoup de gens, le gratin de l'élite, commencent à être impliqués dans cette histoire-là, puis on se demande où ça va cesser. Et puis en deuxième partie, moi, je vais aussi parler de la fin officielle du traité START entre les États-Unis et la Russie sur le contrôle des armes nucléaires. Donc, ça a pris fin il y a quelques jours. Maintenant, beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce que ça va être quoi les conséquences de tout ça? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans un monde où il va y avoir de la prolifération nucléaire? Il va y avoir une cessation de la collaboration entre les États-Unis et la Russie. Donc, je vais dire quelques mots là-dessus. Mais avant de commencer, je pense on pourrait peut-être intituler cet extrait-là ou cette partie de notre balado le tweet de la semaine. Je vais essayer d'identifier à chaque semaine le tweet peut-être le plus ridicule qui a été mis en ligne au cours des derniers jours d'un politicien, politicienne connu qui œuvre au sein des relations internationales. Et ben, cette semaine, pour inaugurer le bal, ben, c'est en fait l'ancienne ministre canadienne des Affaires étrangères qui est maintenant ministre de l'Industrie, donc Mélanie Joly, qui a publié comme tweet le 6 février dernier ce qui suit, et je cite, malgré les perturbations mondiales, le Canada est à la tête du secteur automobile depuis 158 ans. Donc, fin de la citation. Ben, écoutez, si on fait le recul, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. C'est la Confédération, là, des Ouais. 1867, 1868. Donc, selon elle, le Canada était et est toujours un leader mondial du monde de l'automobile. Ce qui est un petit peu particulier parce qu'en fait, en fait, la définition, qu'est-ce qu'une automobile, qu'est-ce qu'une voiture? Ben, c'est avec un moteur à combustion à essence. Pour moi, c'est ça une véritable voiture. C'est ce qui marque la démarcation entre la machine à vapeur et l'automobile. Ben, premier brevet qui a été déposé pour un moteur à combustion à essence, ben, c'est Carl Benz, Mercedes-Benz, Carl Benz en 1886 qui a 140 ans, puis on s'entend avec un nom comme ça, c'était pas un gars de Shawinigan, c'est en Allemagne. Et puis, d'autre part, on met l'emphase sur le fait que le Canada aurait été un leader mondial depuis 158 ans dans le monde de l'automobile, moi, je vous pose la question. Nommez-moi une marque de voiture construite, faite au Canada, lorsqu'on pose la question, par exemple, aux gens, la même question, tu nommes un pays, puis associe au pays une marque de voiture internationalement reconnue. Je veux dire, Japon, les gens vont dire Toyota. Corée du Sud, les gens vont dire Kia. La Russie, les gens vont dire Lada. En Allemagne, les gens vont dire Mercedes, BMW. En France, Renault, Citroën. Aux États-Unis, Chevrolet, Ford. Canada. En tout cas, pour un leader mondial, on n'est pas capable de répondre à cette question-là, d'associer une marque de voiture à un pays qui est supposé depuis être 158 ans, un leader mondial, je pense qu'on a affaire au tweet de la semaine, non? Bon, écoute, sur ça, je vais te laisser nous parler du dossier Epstein. Puis des petites choses aussi à dire sur OK, mon cher. sur cette dégueulasserie-là. Très bien. Alors, pourquoi on parle du dossier Epstein? Ben, parce que c'est international et notre émission est sur le monde.
Et cette affaire qui a commencé aux États-Unis il y a près de 20 ans, puisque les premières condamnations arrivent autour de 2004, 2005, 2008, aujourd'hui ont des ramifications internationales. Alors, très brièvement, si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Epstein, vous allez consulter la page Wikipédia sur l'affaire. Vous avez le play-by-play de cette sordide affaire. Mais résumons-nous, il s'agit d'un homme d'affaires qui a fait beaucoup d'argent dans les années 70-80 et qui, en même temps, a été reconnu comme étant un pédophile, ce qui ne l'empêchait pas, évidemment, de faire ses affaires et surtout de se brancher aux plus puissants. Et les plus puissants ne sont pas nécessairement les plus riches. C'est sûr qu'il a rencontré des gens riches, puisqu'il l'était lui aussi, mais son intérêt, c'était d'avoir des liens avec les puissants, c'est-à-dire personnalités politiques, artistiques, culturelles, médiatiques, pour pouvoir se tisser un réseau d'appui, certainement pour ses basses besognes, mais aussi pour élargir son empire financier. Alors, Epstein a roulé comme ça pendant presque une vingtaine d'années avant d'être arrêté en 2019 pour pédophilie aggravée et aussi fraude fiscale. Qu'est-ce que ça révèle, ce scandale? C'est que beaucoup de gens qui font partie de l'élite n'ont pas pris la peine, n'ont pas voulu voir qui était Epstein, se renseigner, pourquoi ils étaient contactés par cet homme. Et c'est évident que c'est facile de dire après coup, Bill Clinton ou un tel aurait dû savoir que on s'associe pas avec n'importe qui. Mais si un de vos amis vous présente Epstein en disant c'est un mécène, il donne de l'argent aux causes. Est-ce qu'on peut te présenter? Peut-être vous pourriez faire des affaires ensemble, etc. Ben, c'est difficile de commencer à regarder le pédigree de chaque personne, d'autant plus que, semble-t-il, qu'Epstein avait trouvé une façon de nettoyer l'Internet, c'est-à-dire de s'assurer qu'on ne retrouve pas certains documents, articles de journaux, messages sur ces condamnations passées. Ce qui fait que si quelqu'un faisait une recherche très simple, ben, il n'y aurait peut-être rien trouvé sur l'Internet. Alors, de fil en aiguille, il s'est constitué un réseau très important aux États-Unis, mais qui a débordé largement les frontières américaines. Et on le sait aujourd'hui parce que on commence, pardon, à dépouiller plus de 3 millions de pages de documentation, aussi des vidéos, des photos, etc., toutes sortes de supports qui permettent d'évaluer euh, comment Epstein a fonctionné, mais aussi l'étendue de ses tentacules à travers le monde. Et là, on parle de pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, Israël. Il a même tenté d'approcher Poutine et donc de créer toujours ce réseau. Et à l'évidence, il ne faisait pas que d'honnêtes affaires. Il proposait autre chose à bien des gens qui étaient sensibles à ça, donc des fillettes de mineurs pour la plupart. On parle de 1 000 victimes actuellement. Et visiblement, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, que ce soit des membres du gouvernement ou de la famille royale norvégienne, que ce soit Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, ou pire encore, le prince Andrew, le fils de la reine Élisabeth, dont certaines photos ont été publiées, qui ne laissent pas beaucoup place à l'imagination. C'est assez direct ce que l'on voit. Euh,
Bill Clinton, Donald Trump, qui, semble-t-il, en tout cas pour l'instant, même s'il est nommé 4000 fois dans les Epstein Files, n'aurait pas participé à ces, à ce trafic de petites filles. Pour les Clinton, particulièrement pour Bill Clinton, on en saura certainement plus dans les prochains jours parce que le couple Clinton a accepté de témoigner à visage découvert sur ses relations avec Epstein. Alors, Epstein avait une façon aussi de construire son réseau, et de tenir tous ces gens, c'est qu'il posait des caméras dans tous les appartements ou les maisons qu'il prêtait ou louait à ses relations. Et évidemment, il filmait les ébats sexuels de ceux, en tout cas, qui s'y livraient. Et donc, on a cette documentation qui n'a pas, qui, je crois, n'a pas été rendue publique pour l'instant, mais déjà, on a les 3 millions de pages de témoignages, plus des photographies qui sont sans appel. Donc, on a parfois l'impression que Epstein jouait un jeu qui était celui de piéger la bonne société, qu'elle soit américaine ou internationale. À tel point d'ailleurs que, en fin de semaine, ici en France, pardon, ici en France, il y a un chroniqueur du journal Libération qui a intitulé son papier Jeffrey Epstein et le gratin du cul. Quand ils ont l'argent ou le pouvoir, certains estiment mériter aussi la fillette sur le gâteau. Donc, ça te dit, Jean-François, l'ampleur d'abord du choc Epstein dans le monde, mais aussi la façon dont on décode ce qui est arrivé, ce que Epstein voulait faire finalement. C'est de corrompre tous ces bien-pensants qui étaient peut-être, pour une partie d'entre eux, déjà corrompus moralement, intellectuellement, financièrement, et qui en voulait plus. D'où cette expression, le gratin du cul. Alors, on voit comment Epstein a étendu sa toile d'araignée pour enserrer tous ces gens. Évidemment, comme tu sais, il est mort et il est mort un mois après avoir été arrêté en 2019. Donc, il est arrêté en juillet et il est retrouvé mort dans sa cellule, suicidé, dit-on, un mois plus tard. Alors, j'imagine qu'il y aura encore des enquêtes là-dessus, mais tout ça ne sent pas bon pour ce qu'on appelle les élites mondialisées et qui se livrent à leurs petits jeux. Donc, c'est sordide. Je ne crois pas que ça a encore atteint le Canada, sous toute réserve que j'ai pas tout vu, mais il n'y a pas de Canadiens qui ont l'air de ressortir de cette histoire. Et voilà. Oui, ben écoute, en fait, t'as Guy Laliberté, je crois, l'ancien, le fondateur du Cirque du Soleil. J'ai cru voir que son nom apparaissait à quelques endroits là, dans le dossier Epstein. Mais c'est ça, écoute, je partage entièrement ton point de vue, puis celle du chroniqueur de Libé. Tu sais, ce qui transparaît dans cette histoire-là, c'est pour moi l'attitude de ces élites mondialistes qui sont complètement déconnectées de la réalité, des gens dont certains ont ni plus ni moins que transformé des enfants en marchandises pour leur simple plaisir, puis qui ont en outre même pas pris la peine d'effacer les traces de leurs méfaits, puis qui ont en plus continué une longue correspondance avec ce proxénète-là. Pourquoi? C'est parce qu'ils pensaient littéralement qu'ils avaient le droit de tout faire, donc le droit ne s'appliquait pas à eux, puis qu'ils seraient pour toujours laissés tranquilles par la justice, encore une fois, parce que le droit ne s'applique pas à eux. Parce que, tu sais, on s'entend là, quand tu sais
tu peux te faire pogner pour un crime grave, la personne normale va s'abstenir de commettre le crime. Puis si malgré tout tu décides de commettre le crime, ben au moins tu t'assures au moins de cacher toutes les traces incriminantes. Donc pour moi, au-delà d'un vaste système absolument dégueulasse d'esclavage sexuel de jeunes filles, l'histoire Epstein révèle une espèce de monde parallèle dans lequel beaucoup de gens qui nous dirigent vivent. Tu sais, ce sont les mêmes qui voyagent en jet privé, puis qui nous font la morale sur notre empreinte carbone, les mêmes qui ont séparé des familles pendant 2 ans, pendant le COVID, alors qu'ils brisaient eux-mêmes les règles qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Puis à quelque part, le soi-disant vent de populisme qui souffle sur les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est un peu le reflet du dégoût de cette déconnexion des gens qui nous gouvernent, puis de leurs sentiments qui semblent pouvoir agir en toute impunité. Puis, écoute, je rajouterais là-dessus, ben, tu t'en souviendras parce que c'était à la fin des années 90, le cul, c'est la meilleure façon de compromettre quelqu'un. Puis c'est comme ça que Vladimir Poutine a réussi à entrer, à devenir premier ministre de Boris Elstine et son successeur. Parce qu'à la fin des années 90, Elstine, il y avait un procureur russe qui enquêtait sur les liens avec la mafia de la famille Elstine. Et puis Vladimir Poutine, qui était le chef des services secrets du FSB, je crois, ou des services secrets du Kremlin, a dit à Boris Elstine, laisse-moi, je m'en occupe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piégé le procureur qui faisait enquête sur la famille Elstine avec deux femmes, deux prostituées dans une chambre d'hôtel. Il avait installé des caméras. S'en est suivi ce qui devait arriver. Et à une heure de grande écoute, vous imaginez, là, 22 heures, téléjournal, la vidéo des ébats sexuels du procureur a été diffusée à la télévision publique russe. Et puis, évidemment, le procureur, dans les jours qui ont suivi, a démissionné. Et puis, l'enquête contre la famille Elstine s'est aussi conclue au même moment. Donc c'est l'expression russe compromat. Ça vient de là. Donc, essentiellement, ce qu'Epstein voulait faire, c'était de créer des compromates avec des dirigeants politiques, des élites économiques, pour être en mesure par la suite de les faire chanter. Puis, écoute, c'est ça, t'en faisais mention, la princesse norvégienne, écoute, 2000 courriels, je crois, et puis elle donnait l'impression d'être tombée littéralement en amour avec Epstein. Écoute, c'est comme on dit en anglais, c'est damaging pour la couronne norvégienne, une couronne qui a toujours été une des plus proches du peuple, parce que le père du roi actuel, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui avait incarné la résistance norvégienne contre les nazis dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Le roi, il prenait l'autobus là, pour se rendre à la station de ski. Et puis, est-ce que les gens lui demandaient, Majesté, vous n'avez pas peur de vous faire attaquer? Puis sa réponse a été, pourquoi est-ce que j'aurais peur? J'ai 5 ou 6 millions de gardes du corps, donc c'était à peu près l'équivalent de la population norvégienne à l'époque, donc un roi extrêmement proche de sa population, puis ça a été la même chose avec son fils, puis ça semble être la même chose aussi avec son petit-fils. Mais là, ce qu'on apprend aussi, c'est que ça tombe vraiment mal pour la couronne norvégienne parce que non seulement la princesse héritière est impliquée dans le scandale Epstein, mais son fils, issu d'un premier mariage, est présentement subit un procès pour viol, violence aggravée, un truc qui vous mériterait la prison à vie, là. Donc, ça va vraiment pas bien. Puis tellement, il y a un mouvement anti-monarchiste maintenant qui est en train de se développer en Norvège à cause de ça. Puis je pense aussi que tu voulais nous parler de Jack Lang, qui est un ancien ministre de la Culture socialiste sous Mitterrand, qui est depuis ma foi, je ne sais plus combien d'années, au moins 2 décennies, président de l'Institut du monde arabe, ben, lui aussi, il est éclaboussé par cette affaire-là parce que sa fille a travaillé pour lui, elle était au courant qu'il avait été déjà arrêté pour viol, mais malgré tout, elle avait continué à travailler pour lui. Donc, Ben là, justement, il y a des développements en ce moment. On est dimanche matin et cette affaire a explosé en France il y a un peu plus d'une semaine. Ça a commencé par la fille de Jack Lang, qui avait été associée à Epstein
une ONG Un truc de bienfaisance pour les humanitaire. arts, un truc comme ça, Ouais, ouais. voilà, quelque chose comme ça. Et elle a pris les devants, elle a donné sa démission de cette société-là. Et puis, on ne l'a pas inquiété, sauf qu'il y a quand même une enquête du pôle fiscal de la police nationale qui va regarder ça de plus près. En ce qui concerne Jack Lang, des photos, vidéos ont été publiées où on le voit rencontrer Epstein. Et évidemment, lui, il se défend en disant, moi, je ne connaissais pas les activités de Epstein quand je l'ai rencontré pour la première fois, alors qu'il y avait un dossier judiciaire déjà qui commençait à se remplir et il se dégageait de toute responsabilité, ce qu'on peut comprendre parce que c'est pas parce que vous connaissez Epstein, et c'est aussi le cas pour bien d'autres à travers le monde, que vous êtes nécessairement associé à ces histoires sexuelles ou même, ou même à ces malversations Ah oui. financières. Donc, Jack Lang, évidemment, il s'est dissocié, mais il a dit, moi, je suis blanc comme neige. Oui. Ça, Alors, c'est. évidemment, ça a pas, ça a mal passé, d'autant plus que les gens connaissent la vie de Jack Lang depuis une trentaine d'années, excuse-moi, il faut Ouais, puis c'est aussi, il s'est fait connaître dans le passé une phrase extrêmement malheureuse au moment où de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, où il ouais, avait littéralement dit, oh, il n'y a pas eu mort d'homme. ouais, Ben non, il y a juste eu viol d'une femme de chambre. ouais. Bon, des Alors, espèces des propos malheureux comme ça qui ont toujours eu oui, tendance puis à minimiser des crimes extrêmement graves. Ça joue pas en sa faveur, surtout en ce moment, là. d'autant plus que tout le monde savait qu'il allait au Maroc dans des sauteries et puis il y avait une vie publique et privée très publique, justement. Donc, il n'était pas si blanc que neige. Et surtout que Euh, c'est un des signataires dans les années 80 de la fameuse pétition pour légaliser, décriminaliser décriminaliser la la pédophilie. pédophilie. Autres signataires comme Ouais, Michel Foucault, le philosophe, mais Daniel ouais, Cohn-Bendit, qui lui-même, dans un certain livre, a écrit carrément, explicitement, qu'il se couchait nu avec ouais, des petits ouais. garçons aussi, là. Donc, Alors, il y a une espèce de tu sais, ça, c'était le scandale Gabriel Matzneff, là, qui était oui, c'est ça. l'écrivain pédophile. Qui avait Mais été attaqué. Oui, vas-y. juste pour terminer sur Jack Lang, c'est qu'il a été une figure aussi de la culture française pendant très longtemps. D'abord sous Mitterrand, comme ministre de la Ouais. Culture, et puis ensuite comme figure culturelle, toujours à l'avant-plan pour défendre la culture française. Et dernièrement, enfin, depuis une dizaine d'années, il dirigeait l'Institut du monde arabe parce qu'il avait développé des liens avec le monde arabe. Et donc, à 86 ans, il était encore très actif. Et jusqu'à hier, ben, il ne voulait pas démissionner. Et puis hier soir, il a envoyé une lettre à son ministre de tutelle, qui est le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, pour lui dire qu'il proposait sa démission. Alors, évidemment, le ministre en a profité pour dire, je prends acte de la proposition et je nomme tout de suite un comité, je vais rassembler un comité pour commencer la recherche du successeur de Jack Lang. Donc, c'est la première grande figure de l'establishment français qui tombe Ouais. là-dessus. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra. Plus on va dépouiller ces 3 millions de pages, plus on va peut-être découvrir autre chose. C'est ça. Puis si à un moment donné, les vidéos commencent à sortir aussi, là, ben, Ça bon, risque d'être très compromettant. exactement. Bon, ben, ça, moi, je vais vous parler de la fin du traité START.
qui avait été signé en 2010 entre les États-Unis et la Russie. États-Unis et Russie qui contrôlent à eux seuls à peu plus de 90% des armes nucléaires sur la planète. Donc, c'est un traité qui visait à limiter le nombre d'ogives nucléaires, à limiter aussi le nombre de bombardiers pouvant être déployés pour bombarder l'ennemi. Officiellement, le traité est venu à échéance il y a quelques jours. Et puis, ben là, vous avez Gutiérrez, par exemple, le secrétaire général des Nations Unies, qui dit ben, c'est dramatique, c'est catastrophique, parce que là, littéralement, avec la fin de ce traité-là, ça signifie ni plus ni moins que l'espèce de début d'une nouvelle guerre, une espèce de nouvelle guerre froide, en tout cas, lutte au réarmement nucléaire qui est potentiellement extrêmement dommageable pour l'humanité, on s'entend. Par contre, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que oui, ben, il y a matière à s'inquiéter, évidemment, parce que dans le monde, dans le monde où il y a des milliers de missiles nucléaires, je pense qu'il doit y avoir un cadre qui permet leur régularisation, puis le contrôle mutuel, parce on veut évidemment pas que ces missiles-là soient utilisés. Sauf que pour moi, c'est simplement la fin officielle de quelque chose qui était déjà terminé depuis plusieurs années, de toute façon. Donc, dans le traité START, un des éléments, c'était que c'était l'inspection mutuelle sur les sites où il y avait des missiles nucléaires. Donc, les inspecteurs américains pouvaient aller à tout moment et de façon imprévisible sur des différents lieux en Russie où se trouvaient des missiles pour faire une inspection, pour s'assurer qu'effectivement, il y avait bel et bien que 50 missiles et non 200. Et les Russes pouvaient faire exactement la même chose aussi aux États-Unis. Or, ces inspections mutuelles-là, se sont terminées en 2020 avec le COVID. Donc, depuis 5 ans déjà, il n'y a déjà plus le respect de cette clause-là du traité START de 2010. Puis aussi, le traité prévoyait aussi l'échange de données entre les États-Unis et la Russie. Puis depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, ça a cessé. Donc, pour moi, c'est ça, c'est simplement la fin officielle de quelque chose qui était de toute façon déjà caduque depuis plus de 5 ans. Puis est-ce que ça veut dire pour autant que les États-Unis puis la Russie vont cesser toute collaboration ou toute communication en matière nucléaire? Évidemment pas. Par exemple, lorsque les Russes ont utilisé à 2 reprises leur missile hypersonique, l'Oreshnik, ils ont ils ont prévenu les États-Unis avant l'utilisation. Ils leur ont essentiellement passé un coup de fil pour leur dire, écoutez, dans 30 minutes, soyez pas surpris, vous allez voir sur vos radars qu'un missile intercontinental va être lancé du territoire russe. C'est pas un missile qui est destiné à frapper l'Europe ou les États-Unis, c'est un missile qui est destiné à frapper l'Ukraine. Et le missile en question n'a pas de tête d'ogive nucléaire, mais des ogives conventionnelles. Donc, question qu'il n'y ait pas de compromis, puis vous lanciez des missiles en pensant qu'on est en train de vous attaquer. Donc, malgré tout, il y a un sens de la responsabilité qui demeure malgré la fin officielle de ce traité-là. Donc, évidemment, c'est pas la situation n'est pas parfaite, mais il ne faut pas non plus partir en peur. Il va y avoir une continuation de la collaboration entre la Russie et les États-Unis à cet égard-là. Et puis aussi, je dirais que depuis les dernières années, il y avait déjà un début de relance de la compétition nucléaire, du développement de l'armement nucléaire entre principalement la Russie, donc l'Oreshnik, qui est destiné, initialement destiné là, à pouvoir porter des ogives nucléaires. Et les Russes ont aussi développé au cours des dernières années un drone, soi-disant, c'est ce qu'ils disent, un drone hypersonique sous-marin qui sera en mesure, à l'espace de quelques minutes, de frapper à peu près n'importe quelle cible en Europe et aux États-Unis. Les Américains ont annoncé au cours de la dernière année c'était leur intention de relancer les tests de missiles nucléaires sur le territoire américain. Donc, il y avait déjà là, un vent comme ça de réarmement, de non-volonté de respecter un traité qui est encore en vigueur. Donc, oui, on entre dans une nouvelle ère de compétition, mais malgré tout, moi, je suis quand même conscient d'un esprit de responsabilité va quand même perdurer entre Moscou et Washington. Donc, voilà. Oh, tu dois remettre ton son, Jocelyn. Tu dois- toujours- Voilà. OK, ça va.
Je rajouterais quelque chose. D'abord, faut dire que tous les traités de désarmement nucléaire depuis 40 ans ont quand même produit des bons résultats. On est passé en 1988, 85, 88, de 70 000 ogives nucléaires à 12 000 Oui. aujourd'hui. C'est encore trop, mais quand même, je pense qu'il y a eu un effort là de la part des grandes puissances et ça inclut les autres puissances nucléaires de réduire le nombre de ces armes-là. Malheureusement, en parallèle, ce que l'on est en train de faire, c'est non pas d'augmenter le nombre, mais de moderniser Ouais. les ogives et les missiles qui sont déjà dans les stocks. Et donc, il y a un saut qualitatif et non pas quantitatif. Et ça, c'est dommage parce que les traités n'avaient pas prévu Voilà. ce genre de choses. Il y a ensuite le développement des armes nucléaires chinoises Oui. qui vont peut-être atteindre 900 ou 1000 armes nucléaires d'ici quelques années, ce qui, selon les Américains, déstabiliserait l'ordre mondial. Moi, je ne le crois pas. Les Américains ont quelques milliers d'ogives, les Russes en ont un petit peu plus que les Mm. Américains. La Chine arrive dans le jeu. Est-ce qu'elle est prête à négocier, comment dirais-je, le statu quo ou la C'est réduction des armes nucléaires? Ça reste à voir. c'est que Mais c'est que les Américains, Trump a dit, je suis prêt à renégocier un nouveau traité START, mais un traité modernisé. Puis une ouais, de ces conditions, c'est aussi d'intégrer la Chine voilà, dans cette dans cette négociation. nouvelle négociation-là. Puis les Chinois veulent pas. Puis leur argument, c'est, ben écoutez, on est à des années-lumière en termes quantitatifs et qualitatifs d'armes nucléaires en comparaison avec les États-Unis et la Russie. Donc, on ne voit pas pourquoi nous, on devrait être partie prenante d'un traité comme celui-là, alors que, comme je le Ouais, rappelais il y a quelques minutes, c'est les États-Unis et la Russie contrôlent à eux seuls 90% du stock des armements nucléaires ouais. dans le monde. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce traité START qui est maintenant caduc ne remet pas en cause le traité de non-prolifération nucléaire qui, lui, interdit aux signataires de se doter de l'arme nucléaire. Et ça, c'est un succès. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont acquis l'arme nucléaire, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, l'Inde, mais souvent ces pays n'étaient pas signataires du traité de non-prolifération nucléaire. Et donc, ils s'étaient donné le droit d'avoir ces armes. Et je rappellerai que dans un discours, John F. Kennedy avait dit, je pense au début des années 60, au rythme où les choses vont, dans les années 80, il y aura 25 puissances nucléaires. Eh bien, on n'en est pas là. On est à 9, je crois. Et Ouais, officiellement, je ne sais pas si on je inclut comprends l'Iran. Israël. Oui, on inclut À les 9, on a. 5 grandes puissances signataires du traité de non-prolifération qui ont le droit d'avoir Mhm. des armes nucléaires. À cela s'ajoutent Israël, le Pakistan, l'Inde L'Inde, et la Corée du Nord. voilà. 4 Donc, plus. OK, c'est ça. 9. ça fait 9. Et Puis, l'Iran est mhm. peut-être au seuil. Certains disent que l'Iran a déjà des armes nucléaires, mais ça reste à voir. Ouais. Donc, c'est vrai que l'architecture des différents traités empêchant le déploiement de missiles ou détruisant des ogives est en train d'être démantelée, mais la situation n'est pas aussi catastrophique que le secrétaire général de l'ONU Non, c'est ça. le dit, mais lui, c'est son rôle, n'est-ce pas, Évidemment. d'ameuter. Mais c'est sûr que par contre, si les États-Unis reprennent des tests, Alors, les essais là, nucléaires, ouais. alors, Là, effectivement, c'est une autre histoire. Là, là, c'est vraiment un retour en arrière parce que, écoute, de mémoire, la dernière puissance occidentale qui a fait des tests, de mémoire, c'est la France, en Polynésie, 95. 95-96, c'est ça, au moment où Ouais, Chirac est devenu président.
Oui. Donc, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de tests réels. On sait que les puissances peuvent faire des tests en simulé, puis ils le font, mais des tests réels, ça fait 30 ans. Donc, ça, si les États-Unis recommencent des tests réels, c'est vraiment un retour en arrière qui peut. Ben, il y a la Corée du Nord qui a aussi fait des tests réels, là, mais dans les années 2000, mais ce serait vraiment un retour en arrière qui, là, pourrait Mm. envoyer un signal aux Chinois, aux Russes, qui peuvent peut-être commencer à en faire autant. Oui, tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la chose. Oui. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Puis, comme d'habitude, on vous invite à liker, à partager, en parler à vos amis. Et puis, ben, ça nous fera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Balado. D'ici là, bon, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à la prochaine. Au revoir.